On va s'organiser. On va mettre les plus petits en taille devant et les plus grands en taille derrière. Allez, on y va. Au revoir. Je m'appelle Laurent, je suis directeur du centre. Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez fait bon voyage? Oui. Il y en a qui connaissent la tranche un peu? Tranche sont déjà venus? Avant de soulever un rocher, on fait attention à ce qu'il ne soit pas trop gros. Surtout, ce qui est important, c'est de le remettre dans le même sens. S'il n'est pas tout à fait à sa place, c'est pas très grave. Qui vivent sous les rochers, à l'ombre, dans l'eau, et ceux qui vivent au-dessus, au soleil, ce ne sont pas les mêmes. Si on met le rocher à l'envers, ça serait un petit peu plus dur pour y dormir. Si vous trouvez quelque chose, vous prenez le petit seau, vous serez parti, et dans votre seau, vous mettrez sous. Qu'est-ce qu'il faudra mettre dans son seau pour conserver son animal? De l'eau. D'accord, vous mettrez un peu d'eau dans votre seau avant. Alors vous faites attention parce que si vous les embêtez un petit peu trop, eux ils vont baver et en plus ils vont jeter de l'encre violette. Oui, c'est dégoûtant. C'est pas du tout dégoûtant, c'est son moyen de défense. La première chose qu'on a fait en se réveillant ce matin, qu'est-ce qu'on a mangé? On s'est habillé, on est monté dans le car. On peut bien manger
chercher pour vous dire quand est-ce qu'il faut se lever. Il faut bien dormir, parce que demain vous allez avoir une belle journée encore. Qu'est-ce qu'ils font eux que les autres n'ont pas? Ils ont un corps mou et une coquille pour se protéger. J'ai un bien faire, c'est parfait. Un corps mou, et tu m'as dit coquille. Les crustacés. Une carapace. Passe. Une autre caractéristique. Ils ont des bras. Des bras. Je mets le mot bras pour le moment, on verra si c'est exactement un bras. Bras, et j'ai entendu un mot très intéressant, articulé. Ok, les poissons. Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas? Effectivement. Ouais. Des écailles. Écailles. Là, en bleu, on n'est pas sûr. Il va falloir qu'on étudie tous les animaux pour qu'on valide tout ce qu'on a mis ici, on est bien d'accord. Ok? On va faire une sorte de travail scientifique. On a des idées. Ok. On pense que c'est ça. On a vu les animaux, on les a un petit peu étudiés. Maintenant, on va faire une recherche un peu plus poussée. On va bien les étudier pour valider. Je vais vous donner un pour le cnidaire et un pour l'échinoderme. D'accord? Parce que c'est un peu plus compliqué. Échinoderme. Derme, c'est-à-dire la peau. Échino, c'est-à-dire rugueux. Ok? Donc une peau rugueuse. Vous vous souviendrez? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait lécher par un chat avec leur langue? Oui. C'est comment? Ça râpe. C'est une langue rugueuse. D'accord? Ça va râper un petit peu. Pensez à qu'est-ce qui peut apporter de l'air. Qu'est-ce qu'il y a de... Elle est où l'air autour de nous? L'air, ok. Et comment est-ce qu'elle peut rentrer dans la mer, cette air? Par quel intermédiaire? Par quel phénomène? Avec les vagues. Avec les vagues, d'accord. Et donc quand ça va souffler sur la mer, il va y avoir un mélange où elle va pouvoir rentrer dans la mer, d'accord. Donc nous, on met un bulleur, un filtre, de l'eau de mer, très important, des cailloux, et après on peut mettre nos rochers, nos canaux, etc. Oui. Mais comment ils se forment? Est-ce que tu as déjà pris une bassine d'eau et soufflé sur ta bassine d'eau? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a justement une ondulation qui se crée, ça crée des petites vagues. Ben c'est pareil, c'est le même principe. Le vent, quand il souffle fort sur la mer, eh bien ça fait des vagues plus ou moins importantes suivant comment il est. Mais il y a des fois où il n'y a pas du tout de vent sur les plages, mais il y a des énormes vagues. Oui, parce que en fait, le vent a soufflé très loin en mer. Et donc, tu vois, si tu souffles à un côté de ta bassine,
La vague, elle va pas rester qu'à l'endroit où tu as soufflé, elle va se propager jusqu'à l'autre bout de ta nacelle. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est sur un océan qui est immense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre 2 animaux par table. Une fois que c'est sur vos tables, est-ce qu'on peut se permettre de bouger sa table, Non, de partir des choses, de bouger l'eau, de jouer avec, comme si c'était un animal de compagnie? Non. Alors, on est sérieux, on fait attention. Lying down the riverside, feeling the sweetness of the rain. Yellow butterflies out of my mind are charming there like a poem. Walking on tiptoes over the rainbow, sizing the day and its creeping colors. I'm just feeling my way to another life. Little strokes feel great oaks. Ooh, it's a wonderful life, it's so unreal. Ooh, is it a true life, it's so unreal. Dancing chick to chick with my memories, putting my arms around the blossom trees. It's not a brooding there like yesterday. I've just broken my feet of faith. Ooh, it's a wonderful life, it's so unreal. Ooh, is it a true life, it's so unreal. Ooh, it's an amazing life, it's so unreal. Ooh, is it a true life? It's so unreal. Unreal. I'm listening to my favorite song, the one shivering inside. My mind is waltzing, trailing around. My feet are drumming on the ground. 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 It's a wonderful life, it's so unreal. It's a wonderful life, it's so unreal. It's a wonderful life. Is it a true life? It's so unreal. It's a wonderful life. It's an amazing life, it's so unreal. It's a wonderful life. Is it a true life? It's so unreal. It's so unreal. So unreal. It's so unreal. It's so unreal. So unreal. It's so unreal. Con bébé woy, oui bébé yonna, bébé woy, bébé yonna. Bébé yo, ah bébé yonna, bébé yo, ah bébé yonna. Con bébé woy, oui bébé yonna, bébé woy, bébé yonna. Bébé yo, ah bébé yonna, bébé yo. Bébé yona kon gudi gudi kon baccak baccak bala mata go ko suma yaram daw kon gudi gudi
Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'on va faire ce matin? Non. Il y en a qui le savent. Oui. On va visiter une dune. On va aller justement se promener sur les dunes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une dune? C'est une dune. C'est plein de sable qui monte. Une petite montagne de sable, on va pas dire une petite montagne, on va dire plutôt une colline, une butte de sable. Là, il y a une grosse dune en France. Si, la dune du Pilat. La dune du Pilat, énorme, très très jolie. Vous êtes bien échauffé ce matin, vous avez fait des étirements, vous êtes bien réveillé, vous avez bien mangé? Ouais. Oui. Très bien. Moi j'ai 2 grammes. J'ai vu ce que vous avez à vos pieds. Regardez ce que vous avez là, pour le coup, vous avez le roi de frotter. Il n'y a que du sable? Est-ce que c'est du sable que vous avez l'habitude de voir? Là, c'est pour le chemin de randonnée vert. Et les 2 traits jaunes, c'est pour le chemin de randonnée jaune. C'est-à-dire que si on continue, on sera sur le bon chemin. Donc on pourra faire le circuit que les gens nous conseillent. Par contre, en arrivant ici, si vous voyez les croix, ça veut dire quoi? D'après vous? Il y a toujours un chemin, parce que regarde, il y a un chemin ici. Mais les croix, ça veut dire quoi? C'est pas le bon chemin. Si on voit une croix verte, c'est dire ah, je suis pas sur le chemin randonnée vert que je voulais faire de base. Donc, il faut que je trouve le poteau avec les deux traits verts. Alors les enfants, 1, 2, 3, statue. Si jamais vous voyez un déchet, et je vous demanderai de ramasser seulement les déchets plastiques, les morceaux de corde, ça il n'y a pas de souci. Si vous voyez quelque chose en métal ou en verre, vous ne touchez pas, ok? Bah, ça peut couper, ça peut nous blesser, et nous on va ramasser seulement les choses qui ne sont pas dangereuses pour nos mains, parce qu'on n'a pas nos gants de protection, ok? Donc en bas vous allez avoir un petit temps pour jouer. On avait notre plage qui était ici. Il y avait de l'eau, la mer ici. Et de l'autre côté aussi, il y avait de l'eau. Ok? Ça marche il y a 100 000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous pour que d'un côté, il n'y ait plus du tout d'eau et pour que les dunes se créent? Qu'est-ce qui se passe? Là. Le sable, il va où? Il va dans l'eau. Ça va boucher. Quelle partie de la plante a permis au sable de correctement rester en place? Et c'est très important dans une dune. Les racines. Les racines, exactement. Je sais que vous aviez trouvé les filles, mais c'est très bien. Par contre, vous, je vais vous donner ça. Vous avez vu, on a du sable. Prenez un petit peu de sable sec, de la dune mobile. Vous allez mettre dessus comme ça. C'est pas grave s'il y en a partout, parce qu'après vous avez juste à secouer et ça sera sur le côté collant. Ok? Avec les maternelles, moi j'appelle ça les cheveux de la dune. Regardez la feuille, elle s'est recroquevillée sur elle-même, elle s'est enroulée sur elle-même. Donc très profond dans le sol. Et du coup, avec ces grandes racines, qu'est-ce qui se passe? Elles vont protéger quoi, ces grandes racines? Le sable, il bouge pas, pourquoi? Parce qu'il y a plein de plantes avec des petites racines. D'accord? On en revient toujours aux racines. Donc on l'appelle la dune fixée, parce qu'elle ne bouge pas à cause de tous ces petits
c'est de l'immortelle. Pourquoi on l'appelle l'immortelle? Parce que c'est une plante très coriace, qui résiste très longtemps. Précisément du chardon bleu. Elle n'est pas bleue. Bah non, parce que là, c'est plus la période. Là, il est mort. Donc vous, là, vous voyez une sorte de petite fleur qui pique, qui est toute bleue. Donc on appelle ça le chardon bleu. Lui aussi a des petites racines, comme l'immortelle. Et grâce à toutes ces petites racines, ça va fixer le sable par terre. Il ne va pas bouger. Ok? Quand j'étais petit, je venais souvent à la plage. Et quand il fait très chaud, ça a une odeur très très forte. Tiens, Bertille, si tu veux sentir. C'est clair. Elle s'appelle la tortue. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du chêne vert qui s'était adapté, avec ses feuilles un peu recroquevillées et ses piquants, à la chaleur. Et ben, cette plante, la tortue, lorsqu'il fait trop chaud, pour se protéger du soleil, pour ne pas avoir un coup de soleil, elle se renferme sur elle-même. Là, elle est toute grise, toute noire. Et lorsqu'il y a de l'eau qui vient sur elle, elle s'ouvre pour absorber toute l'eau et pour boire. Je connais aussi, par exemple, je vous ai parlé d'un petit escargot tout à l'heure, qui lui aussi, pour s'adapter aux conditions difficiles d'été, avec cette chaleur, il se protégeait avec la crème solaire. Imaginez, vous êtes tous des petits escargots. Vous avez peur du coup de soleil avec votre coquille. Déjà, le sable est trop chaud, donc vous montez sur une herbe, sur une plante. Vous êtes tous ensemble collés les uns avec les autres. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Pour vous protéger du soleil, vous allez tous commencer à baver, à baver, à baver et à baver. Vous avez de la bave sur tous vos corps. Et tous vos corps sont enveloppés de bave d'escargot. Et de cette façon-là, ils se protègent. Et eux, au moins, ils ne polluent pas la nature. Donc, vous voyez, les animaux, les plantes, en fonction des conditions météo, arrivent à s'adapter. Pas mal de pommes de pin. Donc, ce sont vraiment deux arbres très importants ici. Vous allez voir, on en trouve partout. Ouais. Le pin, et ça s'écrit P-I-N, pas comme le pain qu'on mange, d'accord? Le pin maritime, c'est lui le plus grand. Et après, en dessous, on a le chêne vert. On va fabriquer un cerf-volant. À quoi ça peut servir un cerf-volant? À quoi ça pouvait servir à l'origine lorsqu'on les a créés? À voler? Voilà. On s'est servi du cerf-volant on a créé le cerf-volant parce qu'on avait besoin de faire voler un objet. Et pourquoi on avait besoin de faire voler un objet? On a appelé cerf-volant. Pour s'amuser? Pour s'amuser, est-ce que ça ne serait pas plutôt aujourd'hui? Message aux autres pays? Apporter des messages aux autres pays. Une très belle idée là-dedans. Au départ, le cerf-volant, on pouvait s'en servir. Soit pour faire avancer des bateaux, on mettait une voile à gros cerf-volant, ça pouvait aider. Mais on pouvait aussi s'en servir, comme tu disais, Jean, avec un message. Si un village se faisait encercler, il pouvait s'envoyer des messages en les faisant passer par l'intermédiaire d'un cerf-volant. Il y a l'histoire d'un vieux monsieur, il y a longtemps, qui a réussi, en creusant un tunnel, à revenir dans son village qui s'était fait encercler. Et au moment où il est ressorti, pour expliquer comment le village était tenu, comment essayer justement d'enlever, de faire fuir les ennemis, il a écrit un message et il a envoyé un cerf-volant à l'autre population qui pouvait venir les aider. Pour la vitesse du vent. C'est peut-être un outil météorologique. D'accord? On va avoir plein d'informations sur la météo. On pouvait aussi s'en servir pour prendre des photos vues du ciel. Avant, on n'avait pas tous ces drones qui étaient en l'air, donc certaines fois, on mettait un gros cerf-volant avec un gros appareil photo, on pouvait prendre une photo vue du ciel. C'était plus pratique. Nous, on va fabriquer un cerf-volant de style indonésien. L'Indonésie, c'est un pays en Asie du Sud-Est. D'accord? Et avec votre colle, sans appuyer très fort, si vous mettez trop de colle, ça c'est très important. Si vous avez des pâtés de colle, votre cerf-volant ne séchera jamais et donc il ne volera pas. D'accord? Vous allez prendre votre colle et sur votre tissu, là où vous avez votre trait que vous avez justement dessiné en appuyant, vous allez tracer un trait de colle sans trop appuyer tout le long du trait assez rapidement.
chose qu'il va falloir faire, à la fin, on va donner toute la consigne, la même chose que de l'autre côté, mettre un petit tas de colle et l'étaler sur toute l'oreille. Deuxième chose, il va falloir tenir la baguette d'un côté, et ici, avec 2 doigts par exemple, plier la baguette, elle va plus être le long du cerf-volant, pour qu'elle aille de l'autre côté. Ici, il va falloir la tenir aussi, avec l'autre main. Et puis après, il va falloir plier l'oreille. Ça veut dire qu'il va falloir être à 2. Il y en a un qui va tenir la baguette. Juste la tenir. On replie l'oreille par-dessus. On appuie bien. Et on tient. On reste appuyé dessus pendant 1 minute. Et on compte jusqu'à 60. Un marais salon, est-ce qu'il doit être profond ou pas profond? Pourquoi pas profond? C'est que quand il y a trop d'eau, après c'est plus difficile que ça s'évapore. Du coup, ça reste plus longtemps. Et du coup, on peut pas ramasser du sel Parce que c'est trop long. Donc c'est pour ça que le marais salon, écoutez-moi bien, les premiers bassins de chauffage, on en verra tout à l'heure, ils font 20 cm. Les aires de récolte, qu'est-ce qu'on fait dans une aire de récolte? on récolte du sel. Ben voilà. Et ben les aires de récolte sont profonds, regardez-moi, d'1 centimètre. Pourquoi c'est pas profond un marais salon, Constant l'a dit? Parce que sinon c'est plus difficile à récolter et ça s'évapore pas. Ça s'évapore pas, ou très lentement. Alors que le marais à poissons, lui, il est très profond.
elle est comment, Justin? Ça pique. Ça pique. Vous savez comment on appelle cette petite plante? Elle a un très joli nom. On l'appelle le cabaret des oiseaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ici, alors là elle est fanée, c'est plus la saison, mais quand elle est au printemps, elle va avoir des grandes feuilles vertes. D'accord? Et en fait, au milieu des feuilles vertes, quand ça se rejoint ici, eh ben ça fait un trou. Et quand il pleut, l'eau elle reste dedans. Et quand il y a de l'eau, eh ben ça attire les insectes. Donc les oiseaux, ce qu'ils viennent faire, eh ben ils viennent boire l'eau qu'il y a à l'intérieur et ils viennent manger les petits insectes. Tout ce que vous voyez là, juste de chaque côté du chemin, ben, il y avait des marais salants. Maintenant, il n'y a plus que 3 sauniers. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire pourquoi maintenant c'est difficile de gagner sa vie en faisant du sel? Pourquoi il y a très longtemps le sel, ça a permis à Guillaume le Chauve de devenir riche? Il servait à quoi le sel? À conserver les aliments. Donc les hommes, ils avaient besoin d'acheter beaucoup de sel pour conserver la nourriture. Maintenant, est-ce que tu utilises du sel pour conserver la nourriture? Qu'est-ce que tu utilises? Mais où sa nourriture? Pour qu'elle la garde? Dans le frigo. Donc a été inventé le réfrigérateur. Pourquoi vous achetez du sel? Pour accompagner les plats s'ils sont amers. Bon, alors, pour effectivement donner du goût. Donc on achète beaucoup moins de sel maintenant. Alors, tout au fond là-bas, vous avez donc un premier bassin. Juste derrière, vous avez un grand marais. On s'en approchera tout à l'heure. C'est le marais à poissons. Un marais dans lequel donc on retrouve des poissons. Bassin profond, bas profond. Profond. Et les sauniers donc ils vont prendre de l'eau dans le marais à poissons et ils vont la mettre dans ce premier bassin. Le fond, la terre, c'est quoi comme terre? Merci, c'est de l'argile. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait avec le soleil et le vent? Elle s'évapore. Donc même si on rajoute de l'eau, l'eau elle va s'évaporer, mais qu'est-ce qui va rester? Le sel. Et à force de mettre de l'eau, que l'eau s'évapore, de rajouter de l'eau, il y a plein de sel et au bout d'un moment il y a tellement de sel, qu'est-ce qui se passe? Que les petits grains ils n'ont plus de place, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont plus de place. Ça va donner des gros grains de sel, se forment des cristaux de sel. Et vous savez comment on appelle la formation du sel? La cristallisation. Donc c'est pour ça, comme les sauniers, ils n'ont que de l'eau de l'océan Atlantique où il n'y a pas suffisamment de sel, et bien ils vont utiliser des bassins qu'on appelle des bassins de chauffage. Donc ils vont mettre de l'eau dans ce premier bassin. Avec le soleil et le vent, l'eau elle va s'évaporer. Les sauniers vont remettre de l'eau par-dessus, de l'eau salée. L'eau elle continue à s'évaporer. Elle va être de plus en plus salée. Et au bout d'un moment, à la fin du circuit, dans les aires de récolte, va se former un petit, alors pas un, vont se former des petits grains de sel, c'est la cristallisation. Donc, premier bassin, voyez, et on va suivre le parcours de l'eau. Avance, plus l'eau elle est comment? C'est très bien, plus elle est salée. Je me suis arrêté ici parce qu'il y a quelque chose de particulier. Ici c'est un bassin de chauffage, juste derrière c'est le marais à poissons et de l'autre côté du chemin vous avez le marais salant. Si on regarde, qu'est-ce qu'on voit en différence? Quelle différence y a-t-il entre le marais à poissons, le bassin de chauffage et le marais salant? J'espère. Le bassin à poissons, Oui, ben, qu'est-ce qu'il a? il est plus grand que le bassin d'évaporation. Oui, et que le marais salant, effectivement, ils ne sont pas à la même hauteur. Le marais à poissons, c'est le marais le plus haut. Les aires de récolte, endroit où on récolte le sel le plus bas. Et entre les deux, il va y avoir des bassins de chauffage qui vont être de plus en plus bas. Vous savez pourquoi ils ne sont pas à la même hauteur? Vous imaginez, si vous avez un bassin haut et un bassin bas, vous enlevez un bouchon, comme une baignoire. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait?
elle descend, elle coule. C'est comme ça, ça va permettre à l'eau de circuler entre les différents bassins. Et donc ça, ce sont les moines qui l'ont mis en place. Donc le bassin le plus haut, le marais à poissons, le plus bas, les marais salants, on le voit très très bien. Alors, donc en été, on met la planche en bois, et nous, l'eau va passer sous le chemin, et on va arriver, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Ben regardez, c'est là que le saunier, il va décider de la quantité d'eau à faire passer. Plus il fait chaud, plus il y a du vent, plus ils font du sel. Plus ils ont besoin d'eau. Et bien tout simplement, regardez, en enlevant les bouchons, l'eau elle passe. On dit on fait boire le marais et on voit bien que l'eau elle passe de l'autre côté. Maintenant on a le même niveau de chaque côté. Donc vous voyez, on a soit des bouchons en bois, avant ils étaient en bois, maintenant ils sont en bois. Il y en a en bois mais surtout en plastique, ça permet de faire passer. Alors l'eau elle est encore pas assez salée. Donc elle continue son parcours et on voit bien un peu plus loin qu'il y a d'autres bouchons. Vous les voyez? Oui. Et bien le saunier, il enlève le bouchon et là l'eau va rentrer dans le marais sale. Donc avant de faire le sel, l'eau elle fait tout un petit parcours. Il faut la faire passer dans des bassins de chauffage, on met de l'eau. L'eau elle s'évapore, on rajoute de l'eau de mer par-dessus, l'eau elle s'évapore, on rajoute de l'eau de mer par-dessus et au bout d'un moment dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Il y a trop de... Et donc les grains de sel ils ont plus de place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se... Comment on appelle ça quand les grains de sel ils se collent? Les petits grains de sel microscopiques. Ah t'es pas loin, Cristallisation. Vous allez vous la faire passer, c'est l'artémisia, vous allez la sentir. C'est des plantes particulières. Celle qui aime le plus l'eau salée, c'est la salicorne. Normalement, la salicorne, elle se mange. Et quand elle n'est pas bonne à manger, quand elle est rouge. D'accord. Ce que vous avez devant vous, donc c'est le marais salé. C'est la partie la plus basse. Donc, en hiver, le saunier ne travaille pas. Au printemps, c'est là où il nettoie. Et arrivé en été, il fait beau, il y a du vent. Et bien regardez dans les airs, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître du sel. Regardez avec le copia, le saunier, ce qu'il va faire. J'ai fait ça. Qu'est-ce qui se forme? Cette vague, elle a pour rôle d'emmener en même temps qu'elle les grains de sel qui sont tombés au fond. Donc le saunier, il va toujours faire la vague avec le copia vers le milieu, tout en faisant le tour. Donc il fait le tour comme ça. Quand on a fait tout le tour, qu'on a poussé le sel au milieu, le sel il est au milieu. Donc on va se mettre à un endroit, regardez qui ici, qui est plus grand, qu'on appelle le tabouret. Et là le saunier, il va changer l'outil de sens. Et au lieu de pousser le sel, il va... Et regardez ce que je sors. Ce sel, le problème, c'est qu'il est un peu gris, vous voyez? Pourquoi? Parce que même si on a bien nettoyé le marais, il reste toujours de la vase. Dans beaucoup d'endroits, on va le laisser sécher comme ça, il sera gris. Ici, on ne veut pas qu'il soit gris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laver. Et à la guittière, on lave le sel pour qu'il devienne blanc. Comme on va le laver, eh ben, on va utiliser un autre outil. C'est ce qu'on appelle un survalet. Ça va permettre de prendre de l'eau. Alors regardez, il y a un trou, une réserve d'eau ici. Hop, vous le voyez? Je plonge le survalet à l'intérieur et là, ce que je vais faire, c'est que je jette l'eau sur le sel. Là, en fait, petit à petit, ce que je vais faire, c'est que je vais laver le sel. Vous pouvez en goûter là. Alors, reculez un petit peu, tout le monde va pouvoir en avoir, il n'y a pas de souci, on ne se pousse pas. Planche en bois, c'est ce qu'on appelle des soudures, on va pas retenir le nom. Mais ça permet comme ça de prendre le sel pour le mettre dans des grands bacs, pour le mettre à l'abri dans la salange. Si on utilise une pelle, eh ben on va toucher le fond et on va ressalir le sel. D'accord? Donc ça sert à rien.